périnée. Les problèmes de périnée, ça va concerner aussi bien les fuites urinaires, les fuites anales, les douleurs, la constipation, les descentes d'organes, donc c'est assez vaste. Malheureusement, pour nous, ce sont des pathologies qui sont tabous et les femmes ne vont pas oser en parler. Donc, pourquoi demander du soin si on pense que c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre? Donc, on veut absolument dédramatiser les choses et banaliser les choses pour que les femmes puissent en parler. Et surtout, toutes nos patientes, mais tous mes patients, parce qu'un tiers de mes patients sont des hommes, me disent, mais pourquoi on ne nous a pas appris ça plus tôt? Et on s'appuie sur une intervention que nous avons faite avec une gynécologue et moi-même à Caen en 2022. C'était une classe de 4e, 3e, donc c'était des jeunes filles de 13-14 ans. Et ben voilà, 50% d'entre elles avaient déjà des fuites urinaires. Je pense que ces statistiques laissent rêveur et qu'il est grand temps de faire quelque chose. Alors, messieurs, êtes-vous concernés par les troubles du périnée? Il y a moins d'études parce que vous verrez que statistiquement, nous sommes les femmes plus concernées, mais vous êtes aussi concernées. Mais ça va être beaucoup moins étudié parce que vous êtes touchés aussi par des troubles pelvipérinéaux, mais vous allez voir que ce n'est pas dans les mêmes statistiques. Donc, environ 14 à 61% des hommes peuvent être touchés par des troubles érectiles et des troubles urinaires. Et 1 à 14% peuvent avoir la double incontinence, l'incontinence urinaire et l'incontinence anale. Alors évidemment, ces statistiques vont dépendre de l'âge. Donc des problèmes érectiles peuvent toucher plutôt les jeunes hommes avec des problèmes d'éjaculation précoce ou des hommes plus âgés avec des problèmes de cancer de prostate. Les troubles urinaires peuvent être à tout âge, mais évidemment, plus on avance en âge, plus on augmente vers 60 ans, plus on risque d'être touché. Mais vous êtes globalement un petit peu moins touchés que nous les femmes. Alors, l'incontinence urinaire va être différente en fonction des sports. Ce que les statistiques montrent, c'est que les non-sportives vont être moins touchées par ces incontinences que les sportives. Mais, j'insiste, le message n'est surtout pas de dire « ne faites pas de sport ». C'est absolument pas ce qu'il faut retenir. Mais une femme qui va avoir une entorse au genou, qui va avoir vraiment une grosse faiblesse au genou, est-ce que vous allez lui conseiller de faire plutôt des sports à pivot? Non, il y a un moment, vous lui dites, ben voilà, votre genou, il est très fragilisé par votre entorse au genou, et donc, peut-être qu'il va falloir éviter certains sports et aller vers d'autres sports. Ben, si déjà on avait ce même raisonnement au niveau des problèmes de périnée, on éviterait que la femme arrête de pratiquer du sport. Donc, on va distinguer deux grandes familles de sports, ce qu'on va appeler les sports à faible impact. Les sports, il ne va pas y avoir de gravité, et les sports où c'est techniquement décrit comme ça, il y aura toujours un pied en contact avec le sol. Donc, les statistiques montrent que des sports tels que la natation, le water polo, la natation synchronisée, le golf, la marche, sont des sports où il y a presque pas de fuite. Et plus on avance vers ce qu'on appelle des sports à haut impact, où la gravité va venir intervenir, mais surtout les sauts avec les deux pieds qui quittent le sol et qui vont venir impacter, plus on avance et plus les pourcentages de fuite vont augmenter. Et donc, par exemple, le sport où il y a le plus de fuites urinaires, 80% de l'équipe de France de trampoline a des fuites urinaires. Donc, ça laisse rêveur. Les statistiques qu'on a sont vieilles, mais ce sont sur celles-là qu'on s'appuie. Mais voilà, on sait aujourd'hui qu'il y a des sports qui sont plus pourvoyeurs de fuite et que nous ne sommes pas tous égaux anatomiquement, physiologiquement, par rapport à ces impacts. Je répète, le but n'est pas de dire il ne faut pas faire de sport. Par contre, il va falloir peut-être adapter le sport en fonction des capacités périnéales. Il nous faut aussi balayer tout un tas d'idées reçues qui sont transmises de génération en génération ou via les médias, qui seraient, eh bien, pour pas avoir de fuite, je vais pas boire. Stratégiquement, ce serait peut-être une bonne idée, mais c'est une mauvaise bonne idée, parce que la solution, on verra, c'est de boire avant, pendant, après l'effort sportif, donc de lisser son hydratation sur la journée. Une autre idée reçue, malheureusement, il y a encore des professionnels de santé qui véhicule cette idée, le stop pipi, ça muscle le périnée. Alors, le stop pipi, c'est je commence à faire pipi, je stoppe, puis je relâche. Ben, c'est comme si vous appuyez en même temps sur la pédale d'accélérateur et la pédale de frein sur l'autoroute. C'est pas possible, ça va envoyer des messages contradictoires au cerveau. Donc, ce que l'on veut, c'est les exercices de périnée sont à faire à plein de moments,
jamais, au grand jamais, pendant qu'on est en train de faire pipi. Parce que sinon, la vessie, elle est faite pour aller jusqu'au bout de sa contraction. Si vous la coupez à mi-chemin, elle va pas jusqu'au bout, ce qui va favoriser un résidu. Et quand vous avez de l'urine qui reste dans la vessie, c'est le terrain de l'infection urinaire. Donc, pas de stop pipi. Et puis, l'incontinence urinaire est une fatalité. Non, ma patiente la plus âgée avait 94 ans. Si on a toute sa cognition, si on n'a pas de problème de mémoire, on n'a pas de problème de compréhension, on peut de toute façon améliorer la qualité de vie. On ne fera pas du jeune avec du vieux, mais pour moi, être vieux ne veut pas dire être incontinent. Une autre idée reçue, c'est la constipation qu'on a tendance à banaliser et même le corps médical qui a tendance à juste demander, Madame, est-ce que vous êtes constipée? Monsieur, est-ce que vous êtes constipée? Non, je vais à la selle tous les jours. On verra que ça ne suffit pas. C'est le mode d'exonération qui va venir impacter le périnée, votre façon d'évacuer les selles. Est-ce que c'est dans la bienveillance ou est-ce que vous poussez des selles dures? Dans ce cas-là, vous abîmez le périnée. Donc, ça ne sert à rien de le muscler. Si chaque fois que vous allez à la selle, vous l'abîmez. Alors, vous vous rendez bien compte que je vais être extrêmement fâchée contre toutes les publicités de protection à la télévision. Si vous écoutez bien la fin du message, c'est un dispositif médical. Ce n'est en aucun cas un dispositif médical. Il y a un truc qui est gratuit, qui se trouve dans la culotte de tout le monde, qui s'appelle le périnée. N'oubliez pas que ces gens-là sont là pour gagner de l'argent. Et donc, les protections, ça va être la facilité. Mais en aucun cas, c'est une solution définitive. Et le périnée ne concerne que les femmes. Eh ben non, messieurs, vous avez aussi un périnée. Pourquoi on sait que ce temps d'éducation est important? Juste parce que ça a été prouvé scientifiquement. C'est ce qu'on appelle une étude randomisée. C'est une étude avec le plus haut niveau de preuve où les patientes ont été tirées au sort. Il y a eu 3 groupes. Le groupe rouge, c'est le groupe à qui on n'a donné aucune information. Le groupe vert et le groupe bleu, ce sont 2 groupes qui ont eu, alors du coup, en présentiel, une éducation, le webinaire, mais en présentiel. Et le groupe vert a eu la chance de l'avoir 2 fois. On sait que la répétition fixe la notion. Donc, question sur c'est quoi le périnée, combien de fois on est censé aller faire pipi, on est nul, au temps 1. Temps 2, le groupe rouge ne s'est pas amélioré au niveau de ses connaissances. Temps 3, au bout de 2 mois, pas du tout. Alors que les 2 autres groupes, à la fin du webinaire, à la fin de l'intervention et 1 mois après, les informations étaient acquises et le groupe vert a encore amélioré ses connaissances. Mais le deuxième schéma à droite serait celui le plus parlant. C'est un schéma qui résume les questions de symptômes. Ça veut dire qu'en parallèle, on leur a demandé est-ce que vous avez des fuites urinaires, est-ce que vous avez des fuites anales, est-ce que vous avez une descente d'organes? Le groupe rouge, à qui on n'a rien expliqué, a gardé ces problèmes. Le groupe bleu et le groupe vert, à qui on a simplement expliqué comment ça fonctionnait, on voit une chute des symptômes. La science a prouvé qu'aujourd'hui, simplement que de prendre le temps d'expliquer comment ça fonctionne fait diminuer les problèmes de périnée sans avoir fait aucun renforcement musculaire. Donc, on ne va pas s'en priver et on va améliorer vos connaissances. Alors, qu'est-ce que c'est que le périnée? Avant de faire de la rééducation, il faut y passer. On a tous passé le code de la route avant d'apprendre à conduire. Donc, vous êtes en train de passer le code de la route et on va poser le cadre de travail. Vous êtes censé reconnaître de profil le tronc d'une femme avec à l'arrière le dos et les fesses, à l'avant la poitrine et le ventre. Apparaissent en gris les repères osseux. Donc à l'arrière, vous avez la colonne vertébrale qui va se terminer par un petit os qu'on appelle le coccyx. Et tout en avant, entre les seins, vous avez le sternum et tout en bas, vous avez un petit os qu'on appelle le pubis. Le pubis, c'est pas l'autre nom du sexe, c'est le nom d'un os, comme le fémur, comme le tibia, comme le péroné. Sur ces repères osseux vont s'accrocher des muscles. Donc en haut, vous avez le diaphragme, c'est le muscle de la respiration. On inspire, on expire, c'est un mouvement en douceur, c'est un mouvement bienveillant. C'est aussi le même muscle, le diaphragme, qui va être utilisé pour des phénomènes plus puissants. Lorsque vous vous mouchez, lorsque vous toussez et quand vous éternuez, les postillons sortent à une vitesse supérieure à 100 km/h. Donc, un gros éternuement va correspondre à une augmentation de pression intra-abdominale parce que nous sommes bipèdes et que le diaphragme va être un véritable piston qui va pousser les pressions vers le bas. Quand vous aurez compris ce qu'il y a en bas, vous aurez compris que ça peut du coup impacter et créer des fuites.
À l'avant, on a les abdominaux. Les abdominaux, on ne les contracte pas que quand on fait des abdos. Quand je mets ma ceinture de sécurité, j'ai contracté mes abdos. Quand je soulève mon pack d'eau, j'ai contracté mes abdos et ça crée une pression intra-abdominale. Ces deux pressions que je viens de vous décrire, elles sont physiologiques, elles sont complètement normales, sauf si vous avez la très mauvaise idée de les additionner. Si vous faites un effort en bloquant votre respiration, ça additionne ces deux forces. On est toujours bipède depuis tout à l'heure. Ces pressions vont s'exercer vers le bas. S'il y a un des messages importants à retenir aujourd'hui, bannissez-moi l'apnée de votre quotidien. Mais vous allez vérifier, en sortant de la voiture, vous mettez en apnée. En mettant vos chaussures, vous mettez en apnée. Si vous mettez en apnée, voilà ce qui se passe. Donc maintenant, vous savez. On va retourner à l'école et voir 4 chapitres. On va faire du vocabulaire, on va faire de la géographie, de la biomécanique, l'électricité. On va donc commencer par, c'est de la plomberie, ce dont je vais vous parler. Il y a donc 3 tuyaux quand on est une femme et 2 tuyaux quand on est l'homme. Vous avez la vessie avec la filière urinaire, la filière génitale avec l'utérus et le vagin, la filière digestive avec la fin du côlon, le rectum et l'anus. Ce que c'est que le périnée? Le piège, c'est l'article qui est devant le, qui laisserait penser que c'est singulier. Le périnée, c'est un ensemble d'une vingtaine de faisceaux musculaires différents, ce sont des élastiques, d'une dizaine de ligaments, ce sont des cordes, et XXX tissu conjonctif, c'est du scotch double face. Quand vous entendez le terme le périnée, le piège, ce serait de penser que c'est un muscle, et en fait, c'est un ensemble. Pour comprendre où il est, regardez bien. Vous allez le voir clignoter. Il est souvent décrit comme un hamac et moi, personnellement, je ne rentre pas dans un hamac si je ne suis pas sûre qu'il est bien accroché aux 2 points. Donc, de l'avant vers l'arrière, vous avez à l'avant le pubis, à l'arrière, le bas de la colonne vertébrale. Tout l'enjeu de ce webinaire est de vous le faire comprendre en 3 dimensions. Or là, vous n'avez que la longueur. Pour comprendre la largeur, je vais vous demander un petit exercice. Vous allez positionner vos mains comme ceci, paume de main vers le plafond, là. Et vous allez venir mettre vos doigts pratiquement l'un en face de l'autre, mais sous vos fesses, vous venez vous asseoir sur vos doigts, sur le bout de vos doigts. Est-ce que vous sentez les 2 petits os pointus qu'on appelle les ischions? OK, personne ne peut me répondre, mais j'imagine que oui. Les 2 os que vous sentez correspondent à la largeur de votre périnée. Alors, pour comprendre ça en 3D, je vais donc arrêter de partager pour que vous puissiez mieux le visualiser. Voici un bassin qui serait à peu près à taille humaine. Ça, c'est l'avant avec le pubis. Je tourne, vous avez la hanche sur le côté. Je continue de tourner, vous avez le bas de la colonne vertébrale et le coccyx. Je continue de tourner, vous avez l'autre hanche. On vient de se taper un 360 degrés. Si je couche cette hypothétique dame sur le dos, tout ce qui est blanc, c'est de l'os. Tout ce qui est à l'intérieur de l'espace délimité par mon doigt, c'est du périnée. Quand vous êtes en présentiel avec moi, je vous demande de mettre les mains comme ceci, comme si vous faites un petit bol. Je place le bassin dans vos mains pour que vous réalisiez que l'espace occupé par les muscles du plancher pelvien correspond à quelque chose près à vos 2 mains réunies. Donc, c'est quelque chose de grand. Et surtout, si vous réfléchissez bien, si vous mettez vos mains dans vos poches arrière de pantalon, vous avez vos mains contre vos fesses. Eh bien, nous ne sommes pas assis sur nos fesses, nous sommes assis sur notre périnée. Donc, je vous encourage ce soir à dire, les enfants, asseyez-vous sur votre périnée, non pas sur vos fesses, parce qu'on n'est pas assis sur nos fesses, on est assis sur les muscles du plancher pelvien. Alors, à la question où se trouve le périnée, il occupe la totalité du fond du bassin. Alors, est-ce qu'on est revenu? Est-ce que vous avez à l'écran le visuel ou pas? Non? Ok. C'est bon, Véronique. Où est le périnée? Il occupe la totalité du fond du bassin. Et parfois, j'ai des enfants et l'idée, c'est de simplifier. La petite maison qui est en train d'arriver sur le côté, donc vous avez le mur en gris qui est la colonne vertébrale, le toit qui est le diaphragme, l'autre mur les abdos et le plancher, le périnée. Voilà pourquoi vous pouvez entendre le terme plancher pelvien, plancher périnéal, parce que voilà, on va appeler ça le plancher de la maison. Sauf que nous, la maison dans laquelle on habite, par terre, c'est du béton armé. Quand vous regardez le bassin, tout ce qui est blanc, c'est de l'os, mais tout le fond, il n'y a aucun os au fond. Tout le fond, ce sont ces muscles, ces ligaments qui sont superposés.
Mais moi, dans la maison, j'ai de la plomberie. J'ai de la plomberie pour les toilettes, j'ai de la plomberie pour le lave-vaisselle, j'ai de la plomberie pour la douche. Ben, nous avons aussi de la plomberie. Et le tuyau urinaire, le tuyau génital, le tuyau digestif de la maison correspondent à ma tuyauterie urinaire, génitale et digestive qui traverse les muscles du périnée comme mes crayons traversent mes doigts. Donc, ça crée 3 points de faiblesse dans ce plancher périnéal. Or, quand on regarde les autres muscles squelettiques, mis à part le diaphragme qui est traversé par l'œsophage, les autres muscles du corps ne sont pas traversés par des tuyaux. Ça veut dire que nous avons des points de faiblesse, 3 points de faiblesse dans notre plancher périnéal. Mais la nature est passée à Leroy Merlin et elle a acheté 2 joints d'étanchéité, le sphincter urinaire au niveau du tuyau urinaire, le sphincter anal au niveau du tuyau anal. Mais nous n'en avons pas au niveau du vagin pour permettre les rapports sexuels, permettre la naissance d'un enfant. En vieillissant, si les muscles du plancher pelvien perdent de leurs compétences, comme dans n'importe quel sport, les muscles du plancher pelvien ont plusieurs compétences. Ce serait dommage de se concentrer que sur la force. Il a besoin, ce périnée, de vitesse, d'endurance, de coordination. Donc, si vous perdez ces compétences, c'est par le vagin que peut se faire une descente d'organes. Maintenant qu'on a compris ça, j'aimerais que vous compreniez cette biomécanique périnéale. Le mouvement du périnée, il est vraiment là pour nous aider. Si on réfléchit, toutes nos problématiques vont vers le bas. Une fuite urinaire descend, une fuite anale descend, une descente d'organes descend. Le contraire de descendre, c'est monter. Ce n'est pas serré. On regarde un bassin, qu'on le regarde de face, de profil ou de dos, l'élément qui est toujours le plus bas, c'est l'anus. Donc, le mouvement du périnée est un mouvement qui monte, qui part de l'anus, et je vais vous le prouver. Pour ça, on va regarder une petite animation qui a été créée par le groupement européen de périnéologistes. Ce sont des gynécologues qui ont eu l'excellente idée de partir d'échographie et d'IRM, dont je vous fais grâce parce que ce sont des examens en noir et blanc, on ne comprend pas grand-chose, mais ils ont fait une animation en couleur qui est beaucoup plus ludique et pédagogique. C'est une vue de profil. Vous avez donc à l'avant l'os pubis qui est en vert, arrière, le bas de la colonne vertébrale et le coccyx. Bon, au niveau couleur mémotechnique, vous allez voir, c'est facile. On nous a mis la vessie en jaune. L'utérus est en rouge, le vagin est en rose et le tuyau digestif, le côlon, est en marron. Vous voyez déjà dans la partie basse, la première partie du plancher laminé. C'est le premier étage. Vous avez cette partie violette ici qui va correspondre à cette zone-là. C'est ovale et creux pour laisser passer le tuyau urinaire et le tuyau vaginal. La partie beige qui est ici correspond à cette zone entre vagin et anus, ces 2 travers de doigts. C'est l'équivalent d'une zone où il y a beaucoup de croisillons. Ça croise et ça recroise et ça recroise. Ce serait comme le fêtage d'un toit. D'ailleurs, si vous regardez cette zone entre vagin et anus, si on la regarde de profil, il y a une légère petite voûte. OK. Que pensez-vous de quelqu'un qui a pris l'habitude de pousser pour faire pipi, de pousser pour aller à la selle, de bloquer sa respiration chaque fois qu'elle soulève quelque chose de lourd? C'est quelqu'un qui, sans le savoir, à dose homéopathique, tous les jours de sa vie, abîme ses muscles du plancher pelvien. On ne pousse pas pour faire pipi. On ne pousse pas pour aller à la selle. On ne bloque pas sa respiration quand on fait un effort. Déjà, si vous appliquez tout ça, vous pouvez arriver à l'âge d'être enceinte et d'accoucher en n'ayant pas abîmé votre périnée. Alors que si vous avez pris des mauvaises habitudes très jeunes, sans le savoir, vous avez déjà abîmé l'outil. À droite et à gauche, vous avez donc ces 2 petits muscles rouges qui partent de cette partie centrale. Ils partent de cette partie centrale pour venir s'accrocher sur les 2 os où vous avez mis les mains tout à l'heure. Donc cet endroit est bien la zone la plus large du périnée. Ensuite, en rouge, vous avez le joint de Leroy Merlin, ici, l'anus, et vous avez un petit muscle qui relie l'anus au coccyx. Je vous ai cité plein de muscles, ce n'était que le premier étage. Donc, on va voir ce qui se passe. Mince, pardon. On va voir ce qui se passe lorsqu'on met tout ça en mouvement. Yes. En bleu vont apparaître les ligaments. Les ligaments, ce sont des cordes qui tiennent nos organes. Donc, une vessie, ça se remplit, ça se vide, donc ça va changer de poids. Un côlon, un rectum, ça se remplit, ça se vide, ça va aussi changer de poids. Donc, toute la partie bleue, c'est un ensemble d'une dizaine de ligaments qui soutiennent nos viscères. Ensuite, apparaît la partie
rouge qui est comme un lasso qui va partir du pubis et aller faire le tour de tous nos passages de tuyauterie. Et en fait, quand ce lasso rouge il se raccourcit, il vient écraser les tuyaux. Moi, il me semble qu'un tuyau d'arrosage qu'on coude ne coule plus. Ensuite, vous allez avoir une grande partie rose, ce qu'on appelle la plaque des releveurs. C'est l'équivalent de 4 muscles qui vont aller s'accrocher très haut au niveau du sacrum et du coccyx. Est-ce que vous commencez à comprendre cette notion de plancher laminé? Depuis tout à l'heure, ça s'active et si vous voyez ma flèche, elle est au niveau de l'anus. Au repos, l'anus est ici. Les IRM et les échographies nous montrent que lorsque le périnée se contracte, l'anus monte, rentre de 1 à 3 cm. Si je cache le bas, vous voyez que la vessie monte, vous voyez que l'utérus monte, vous voyez que le rectum monte. Le mouvement du périnée, c'est un ascenseur. N'oubliez pas, nos problèmes descendent. Le contraire de descendre, c'est monter. Donc, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. On sait aujourd'hui que si on dit serrer, contracter, on va être moins efficace que si on donne la bonne formulation et elle a été étudiée scientifiquement, cette bonne formation. Si on se pose et qu'on réfléchit d'un point de vue biomécanique, en fait, lorsque l'être humain est passé de l'état de quadrupède à bipède, notre anatomie s'est adaptée. Il y a des angles qui viennent aider notre continence. En fait, l'urètre n'est pas vertical, il est légèrement incliné et cet angle favorise notre continence. Il y a aussi un angle entre le premier tiers du vagin et le fond du vagin. Il y a encore un angle entre le fond du vagin et l'utérus. Sinon, si le vagin en rose était tout droit, déjà, il y aurait pas de place pour l'arrière de la vessie. Si l'utérus en rouge était tout droit, ça ferait direct une descente d'organes. Or, naturellement, nous avons des chicanes pour éviter cette descente d'organes. Sauf que si vous poussez pour faire pipi, si vous poussez pour aller à la selle, en fonction du type de sport que vous faites en apnée, vous venez impacter ces angles. Il y a aussi un angle entre ce qu'on appelle le sigmoïde et le rectum et entre le rectum et le canal anal. Ça veut dire que nous sommes naturellement continent anal. On ne va pas perdre de sel si ces angles sont respectés. Le plus intéressant, c'est la façon dont la chambre est rangée. L'utérus est posé sur la vessie, le côlon est posé sur l'utérus et il y a un effet domino. Il n'est pas rare que je prenne en charge des jeunes filles de 14 ans, 13 ans, qui sont internes, qui viennent pour des fuites urinaires. Mais d'après vous, qu'est-ce qui se passe? Elles sont internes. Elles ne vont pas aller à la selle de la semaine, ce qui va créer une accumulation de sel, vont durcir, qui viennent écraser l'utérus et le vagin, qui viennent écraser la vessie. Elles ont des fuites urinaires à cause de leur constipation. Je veux que vous ayez cette vue de profil parce qu'on ne nous l'enseigne pas, on ne nous l'explique pas comme ça. La pelvipérinéologie, c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant, c'est une discipline interprofessionnelle. Ça veut dire que c'est presque obsolète. L'urologue qui prend soin de sa patiente, il lève le nez, la dame est constipée, c'est pas mon problème, c'est le problème de tout le monde. Donc, I have a dream que l'urologue travaille main dans la main avec le gynécologue, avec le gastro-entérologue, avec le diététicien, avec les rééducateurs, que ce soit kiné ou sage-femme. C'est une terre d'accueil, la pelvipérinéologie, et on devrait travailler tous main dans la main. Mais comme je disais, j'ai un rêve. Ça, c'est comme si vous regardez une dame qui serait couchée sur le dos, on a enlevé ses organes et on voit l'intérieur. Moi, ce que je vois, c'est que tout ce qui est jaune, c'est de l'os, tout ce qui est rouge, c'est du carpaccio. Les muscles du plancher pelvien, ne vous attendez pas à ressentir les choses comme une contraction de biceps ou de quadriceps. Les muscles du plancher pelvien, c'est épais comme une paupière. Au plus large, ça fait 3 mm d'épaisseur. Donc, c'est pas si large que ça, c'est pas si épais que ça. Mais ça a des formes différentes. Donc, il y a des muscles qui vont être circulaires, il y a des muscles qui vont ressembler à des lasso, vous voyez. Il y a un premier lasso, un deuxième lasso, un troisième lasso, un quatrième lasso. On a l'impression que tout est bouché, sauf cette partie postérieure où en fait le coccyx viendra boucher. Et sauf cette partie-là, mais là, il n'y aura jamais de muscle. Ça correspond à la vulve. Ça veut dire que nous, les femmes, nous avons un trou à cet endroit-là qui ne sera jamais comblé par du muscle. Et donc, du muscle, c'est élastique. On comprend bien que si on passe son temps à pousser pour faire pipi, pousser pour aller à la selle, faire de l'apnée, particulièrement lors d'un impact, on va distendre ces fibres, augmenter cet espace bleu
Et plus cet espace qu'on appelle le hiatus urogénital va être grand, plus c'est la porte ouverte au problème de fuite urinaire et de descente d'organes. Là, on va la mettre debout sur ses pieds pour comprendre que, vu de dos, tous les muscles du plancher pelvien ressemblent à un entonnoir. Eh bien, je vous donne dans le mille la partie la plus basse de cet entonnoir, c'est encore une fois l'anus. Donc, ce sont des images d'anatomie 3D. C'est un site français à Lyon qui fait très bien les choses. Cet entonnoir, à force de pousser, il descend au premier sous-sol. Super, vous serrez très fort, mais vous êtes toujours au sous-sol. Quelqu'un qui aura compris qu'il faut passer du sous-sol au premier, deuxième, troisième étage, sortir la tête de l'eau, c'est quelqu'un qui aura compris la biomécanique périnéale. Quand on se retrouve de profil, on retrouve cette espèce de vue qui ressemble à un hamac. On revoit les lassos. Il y a 4 lassos qui partent de l'avant et qui vont jusqu'à l'arrière. On retrouve toujours cette partie la plus basse qui est l'anus. Et dans cette espèce de hamac, nous avons bien la filière digestive, la filière génitale avec les ovaires, les trompes, l'utérus et le vagin, et la filière urinaire. On comprend bien que ça est à touche-touche. Et que, par exemple, fibrome au niveau de l'utérus qui serait gros, qui serait lourd, venir appuyer sur une vessie, on opère la dame, on enlève le fibrome, elle dit j'ai plus de fuite parce que j'ai plus de poids sur ma vessie. On traite la constipation, il y a parfois des femmes qui vont avoir des douleurs au rapport sexuel parce que derrière, il va y avoir des selles dures. Donc quand la verge vient combler le vagin, mais qu'elle bute contre quelque chose de dur, la femme peut avoir mal, mais c'est parce qu'elle a des selles dures. Quand on regarde une poupée Barbie, elle a la tête ronde. Si on nous regarde, nous, on n'a pas de tête ronde. Donc, si vous regardez le truc en plastique, on a l'impression que c'est rond. En fait, les muscles du plancher pelvien occupent un espace qui n'est ni rond, ni ovale, ni comme un losange. Si on fait de l'anatomie palpatoire et qu'on va toucher ces os sur une femme, ça ressemble à une selle de vélo. Et la zone arrière va être beaucoup plus large que la zone avant. C'est vraiment cette vision que je veux que vous ayez. Comment on contracte son périnée? J'ai envie de vous dire que n'importe quel enfant de 5 ans sait le faire. On sait aujourd'hui que la consigne la plus efficace pour obtenir la meilleure contraction du périnée, ce n'est pas serrer le vagin. Je serais particulièrement embêtée, puisqu'un tiers de mes patients sont des hommes, je ne peux pas leur dire, monsieur, on va contracter le périnée en serrant le vagin. C'est une consigne qui ne passe pas, qui n'est pas universelle en tout cas. La science a prouvé, grâce à l'échographie, grâce à une recherche où on a fait 2 groupes, on a donné des consignes différentes. Faites comme si vous retenez une envie de faire pipi, serrez le vagin, faites comme si vous voulez retenir un gaz. Et avec l'échographie, on a mesuré le déplacement du périnée. Eh bien, the winner is, si vous faites comme si vous voulez retenir un gaz, la contraction est beaucoup plus efficace. Donc, on sait aujourd'hui que la façon de donner l'ordre est importante. Ça, c'est une vidéo que l'on a créée justement pour les adolescentes. On y montre la partie extériorisée du clitoris, l'orifice urinaire, l'orifice vaginal, l'orifice anal. Le mouvement du périnée, c'est comme si vous voulez gober un suppositoire, comme retenir un gaz. En général, les petites lèvres et les grandes lèvres, elles sont fermées. Si on écarte, qu'est-ce qu'on voit? Lorsqu'il va y avoir cette mobilité anale, vagin et urinaire suivent. Mais quand on observe une patiente faire cette contraction, la partie qui est la plus mobile, c'est la partie arrière, c'est l'anus. C'est idiot de dire j'essaie de contracter l'avant sans contracter l'arrière. Non, c'est la même innervation, c'est le même en fait interrupteur. Si vous vous concentrez sur l'anus, vous avez la totalité du mouvement des muscles du plancher pelvien. Alors, âme sensible, s'abstenir. La diapo d'après, c'est une vraie patiente qui va faire le mouvement. Donc, ceux qui ne veulent pas le voir, vous fermez les yeux. Voilà, c'est une patiente de 70 ans qui dit à la gynéco, je ne sais pas contracter mon périnée, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas si c'est bien. La gynéco dit, ça tombe bien, c'est pas ce que je vous demande. Est-ce que si un gaz arrive, vous allez péter devant moi? Ah ben non, docteur, je sais me retenir. Montrez-moi. Regardez bien, cette partie mobile, c'est l'anus. C'est les fessiers qui viennent se contracter. C'est l'anus qui, en rentrant, amène les fessiers avec. Le mouvement du périnée part de l'anus. S'il fallait encore vous convaincre, c'est la même dame à qui on a écarté les petites lèvres. Vous voyez l'orifice urinaire, l'orifice vaginal et vous avez l'anus ici. Madame, refaites la même chose. Regardez bien, quand elle contracte l'anus, le vagin se referme, rentre et l'urinaire rentre aussi. Mais la partie qui est la plus mobile, qui fait le plus de dénivelé, c'est l'anus. Je vous ai mis la référence de l'article médical qui prouve qu'elle est
la consigne verbale la plus efficiente pour obtenir une contraction correcte du périnée. On sait aujourd'hui que c'est une contraction qui part de l'anus. La réponse la plus simple, c'est faites comme si vous voulez retenir un gaz. Je sais que vous êtes tous en train d'essayer là, hein. Vous avez testé que ça marche. Alors, qu'en est-il de la différence entre le périnée de l'homme et le périnée de la femme? Le périnée de l'homme est traversé par deux orifices. Vous avez un côté pratico-pratique, vous les hommes, c'est le même tuyau emprunté par l'urine et par le sperme. Nous avons trois tuyauteries distinctes puisqu'on va avoir le vagin. Donc, ce sont ça les deux grandes différences. Mais nous, on a vraiment, on a un trou là, on a vraiment une zone qui n'est pas comblée musculairement. Donc, c'est notre gros point faible. Je laisse la parole à Sébastien, qui s'endormait ou qui était complètement captivé par ce que je racontais. Captivé. Alors là, Véronique, vous nous avez tous captivés, tous eu, en effet. Je pense qu'on a tous appris des choses. Donc, pour être sûr que vous ayez tous bien compris, je vais lancer un petit sondage qui va s'afficher sur votre écran et on va vous laisser 15-20 secondes pour répondre. Alors, normalement, vous avez la question qui est face à vous. Donc, peut-on envisager une séance de renforcement musculaire identique pour la femme et pour l'homme? Oui ou non? À vous de répondre. Et puis, Soyez Véronique. rapide. Soyez Oui. très rapide parce que j'ai des éléments de réponse à vous expliquer derrière. Réfléchissez pas trop. C'est oui ou c'est non. Et si vous avez des questions, la boîte à questions, l'onglet questions-réponses est encore ouvert. Alors, quelles sont les Est-ce que c'est statistiques, bon? Sébastien? Est-ce que c'est bon? Alors, écoutez, je pense qu'on va mettre fin au sondage. On a 44 personnes qui ont répondu. Parfait. 73%, donc 33 personnes ont dit oui, et 27%, donc 12 personnes, ont répondu non. Ah, 34 pour 12 maintenant. Donc, je mets fin au sondage. Et Véronique. Donc, on est d'accord. Ce que vous avez dit, c'est un entraînement musculaire, un renforcement musculaire, une séance de cardio. Je la fais de façon identique, homme-femme. Vous n'êtes pas posé la question? Dans les disciplines olympiques, c'est pas la même chose, homme-femme. Je crois que parfois, par exemple, en haltérophilie, la barre ne fait pas le même poids chez l'homme et chez la femme, me semble-t-il. Il me semble que les épreuves de vélo, les distances ne sont pas les mêmes homme-femme. C'est marrant ça. On fait une différence homme-femme à ce niveau-là. Donc, effectivement, alors, est-ce que je reprends la main? Hop. Je vous ai expliqué que l'homme, la selle de vélo de l'homme, elle va être en fait plus fine. C'est une selle de vélo très étroite. La selle de vélo de la femme, elle est beaucoup plus large. Mais surtout, nous avons trois orifices, là où vous en avez deux. Et je vous ai expliqué que cette zone-là est une zone où il y a une absence de tissu musculaire. Et cette zone, c'est la zone de tous les dangers chez la femme. Donc, scientifiquement, on a une certitude anatomique. Le périnée de la femme n'est pas fait comme le périnée de l'homme. Et particulièrement dans les impacts où on va sauter, eh ben, la femme va avoir une fragilité en fonction de cet espace qui est ouvert à l'avant que l'homme n'a pas. Donc, les coachs, parce qu'on m'a laissé sous-entendre que vous étiez à peu près 23 inscrits, lorsque vous faites un cours, en général, il y a plus de femmes que d'hommes. Dites-vous que sur toutes les femmes qui sont présentes dans ce cours, potentiellement 50% ont peut-être des problèmes de périnée, à savoir fuite urinaire, fuite de gaz, fuite de sel, descente d'organes. Sauf que ce n'est pas marqué là. Et que la femme qui va vous dire « Oh, j'ai mal à ma cheville, je ne vais pas faire les sauts », peut-être vous dire, est-ce qu'elle ne prend pas l'excuse de j'ai mal à la cheville, je ne vais pas sauter, parce qu'en fait, peut-être qu'elle a des fuites urinaires et elle sait que si elle va sauter, elle va impacter. Donc, je vous ai dit tout au début, jamais on va dire à une femme de ne pas faire de sport, mais il y a malheureusement trop de femmes qui vont arrêter leur activité sportive parce qu'elles ont des fuites urinaires. Moi, je rêve. D'ailleurs, cette webconférence, on l'a faite avec des étudiants STAPS et mon rêve était de leur dire, faites-moi un atelier de renforcement musculaire ou de séance de cardio
sans seau. C'est tout à fait possible parce qu'on sait que le seau va venir impacter le périnée féminin beaucoup plus que le périnée de la femme. Et cerise sur le gâteau, lors d'un accouchement, un périnée qui se déchire vers l'anus, en fait, qui se déchire vers l'arrière, on sait recoudre. Par contre, ce que l'on ne sait pas, quand il y a un des lassos qui se désinsère à l'avant, on va appeler une avulsion, on ne sait pas le recoudre aujourd'hui. Donc, c'est comme un lasso, vous perdez un coin du lasso, cette zone va encore beaucoup plus s'ouvrir. Et donc, ce ne sera pas un problème de patient qui a mal fait sa rééducation ou qui ne fait pas ses exercices. Quand il manque un bout, cet espace va être beaucoup plus ouvert et en sautant, ça va venir encore plus impacter ses organes et donc c'est son incontinence urinaire ou sa descente d'organes. Donc ça, j'espère que ce message, il est clair. On n'est pas fait pareil, périnée homme, périnée femme. Donc quand vous faites du sport avec des impacts, le périnée de la femme, on part déjà avec une épine dans le pied. Donc, un coach, une sportive qui sait adapter son activité sportive pour ne pas aggraver sa situation périnéale, c'est quelqu'un qui est très précurseur de « je vais tenir compte de la problématique périnéale pour que la femme puisse continuer à faire son activité sportive sans aggraver sa situation ». C'est d'ailleurs ce qu'on ferait pour un genou, pour une entorse. Ah ben non, arrête de faire cet exercice-là, c'est en pivot, ça ne va pas aller pour ton genou. Donc maintenant, on va aller parler de la filière urinaire, la filière Alors, génitale et la Véronique, filière digestive. Oui, il y a des questions. il y a 3 petites questions, juste avant de passer à la prochaine, On y va. séance. Alors, des questions qui sont plus liées au début de votre présentation. Il y a Olivier qui nous demandait quel était l'impact de l'activité cyclisme, je pense, sur le périnée, parce que la question était pour les cyclistes, quel impact? Donc, je pense que c'est en Ok. lien avec les toutes premières diapos. Ok, je Euh, réponds. Donc, en ouais, fait, je vous avais compris que l'espace occupé par les muscles du plancher pelvien, c'est pile poil la selle de vélo. Donc, c'est pas un sport à impact. Vraiment, même si en VTT, il va y avoir des soubresauts, mais il peut y avoir des personnes qui, à haut niveau d'intensité d'entraînement, peuvent développer des contractures périnéales, des contractions permanentes des muscles du plancher pelvien, ce qu'on va appeler une hypertonie périnéale, voire développer des douleurs périnéales. Et vous n'oubliez pas que les tuyaux traversent les muscles du plancher pelvien et que si ces muscles sont tout le temps contractés, uriner, déféquer va devenir problématique. Et ce sont des gens qui vont pousser pour faire pipi parce que les muscles du périnée ne sont pas suffisamment détendus. Donc, pendant longtemps, on s'est focalisé, on va muscler, muscler, muscler le périnée, mais il y aura une diapo qui va venir après en disant, il faut peut-être faire un état des lieux, c'est peut-être un périnée qui est trop tonique, à qui il va falloir apprendre à relâcher. Et on sait que les sports à selle, le vélo, la moto, l'équitation, sont des sports qui peuvent, pas tout le temps, ça va être personne dépendante, peut-être augmenter trop de tonicité au niveau des muscles du plancher pelvien. Donc, il y a une diapo qui expliquera ça après. Deuxième question, Sébastien. alors, deuxième question de Ramon sur l'étude que vous avez présentée également en début de Oui, présentation, savoir si il y avait une fourchette de temps sur cette étude. temps 1, temps 2, temps 3. Je suppose que c'est ça. Je pense que Oui, c'est il y a ça. une fourchette de temps. C'est-à-dire que je pense que ça a été fait à 1 mois d'intervalle, Ok, cette éducation. merci. On a une troisième question. Combien de temps ou combien de séances faut imaginer pour rééduquer le périnée? Est-ce que c'est long ou pas? Alors, c'est ce que j'ai dit tout au départ. Je ne vais pas parler de rééducation, je vais bien parler d'éducation. Et donc, tant qu'on n'a pas fait un bilan et on ne sait pas d'où on part, on ne peut pas savoir combien de temps ça va prendre. C'est comme quelqu'un qui est obèse et qui dit, voilà, je voudrais maigrir, combien de temps ça va prendre? On est bien d'accord que ça va dépendre de chaque personne. Donc, je ne peux pas répondre distinctement à cette question. C'est bon pour les questions? Merci. Alors non, on en a une dernière qui vient d'arriver de Oui? Dominique Bobo qui nous dit si on a des intestins fragiles, est-ce une Oui, cause de pression sur la vessie qui entraîne des cystites? Et la oui. rééducation du périnée peut-elle permettre une amélioration à cet état? Je pense que j'ai bien Alors, retranscrit la question. c'est la partie qu'on va aborder maintenant, la notion d'interdépendance des tuyauteries les unes par rapport aux autres. Et effectivement,
une constipation, des troubles digestifs vont peut-être privilégier le développement de trop de ce qu'on appelle le germe d'Escherichia coli et qui vont favoriser des infections urinaires. Donc, on va voir que la façon de s'essuyer quand on va uriner est importante, mais qu'effectivement, prendre en charge une constipation va drôlement aider la filière urinaire, cette notion d'interdépendance. Donc, comment ça fonctionne au niveau… Merci. Il y a encore une question ou pas? Non, juste une information. Claude, il y a Claude Le Pen qui lève la main. Claude, si vous avez une question à poser, il faut la poser à l'écrit dans l'onglet questions et réponses, puisque les micros de tous les participants au webinaire sont désactivés. Merci. Donc, j'avance. Ça sert à rien de muscler le périnée si à côté de ça, votre façon de faire pipi, votre façon d'aller à la selle, vous détruisez. Donc, moi, j'en ai eu marre de muscler. Vous poussez pour faire pipi, vous réduisez à néant mes efforts. Je muscle, vous poussez pour aller à la selle, vous réduisez à néant mes efforts. Donc, comment on est censé faire pipi? Comment on est censé aller à la selle? Bienvenue dans mon monde. On commence par la filière urinaire. Beaucoup de gens vont penser qu'une vessie, c'est un organe qui est toujours avec la même forme, comme un foie ou comme une rate. Ben non, une vessie, ça ressemble plutôt à un poumon. Ça veut dire que vous venez de faire pipi, votre vessie est vide, elle ressemble à un ballon tout dégonflé. Cette vessie va se remplir au fur et à mesure que les gouttes d'urine arrivent. Tant que votre cœur bat, vos reins filtrent votre sang comme une station d'épuration et les gouttes d'urine arrivent au fur et à mesure. Lorsque la vessie est à peu près à un tiers, de façon réflexe, le muscle de la vessie va se contracter, ce qui augmente la pression intravésicale, qui génère un message nerveux. France Info dans le cerveau que la vessie est à peu près un tiers, ce que vous êtes censé sentir comme une petite envie. Et là, vous avez le choix. Ça, vous faites un pipi de précaution, un pipi d'anticipation, le pipi de la peur juste avant la compétition, alors qu'on est allé faire pipi il y a 3/4 d'heure, donc la vessie n'a pas pu se remplir en 3/4 d'heure, je passe. Ou alors, vous allez vous retenir. Sauf que la difficulté, c'est de comprendre, j'ai une envie de faire pipi avec des sensations qui arrivent à l'avant, je me retiens avec l'anus qui est à l'arrière. Je fais comme si je veux retenir un petit gaz sur 10, 15, 20, 30 secondes et ça va venir faire disparaître l'envie. Cette situation, on l'a tous vécue. Vous vous dirigez vers les toilettes, vous avez une petite envie de faire pipi. Entre-temps, le téléphone sonne, c'est votre meilleur ami, et blablabla, blablabla, blablabla. Et quand vous raccrochez, l'envie a disparu. C'est simple. L'information est arrivée au cerveau, sauf qu'en discutant, ces informations étaient plus importantes, et votre envie de faire pipi, qui était une petite envie, a disparu dans le bruit de toutes les autres informations. D'ailleurs, si l'envie a disparu, c'est que votre vessie n'était pas pleine. Quel crédit vous donnez à cette envie? Ça va être intéressant de faire attention. Qu'est-ce que j'ai bu? C'est quand la dernière fois que j'ai été faire pipi? Et je vais vous apprendre combien de fois on est censé faire pipi. Et en tenant compte de toutes ces informations, vous allez pouvoir gérer ça. Donc là, en l'occurrence, c'était une fake news. Je l'ai gérée en faisant comme si je voulais retenir un gaz. L'envie a disparu. J'ai vaqué à mes occupations, mais les gouttes d'urine continuent d'arriver. À un moment donné, cette vessie va être à peu près à 2/3. De façon réflexe, le muscle de la vessie se contracte, augmentant la pression intravésicale. Elle est plus forte là que là. Ben là, j'ai un arrosoir avec un tiers d'eau. Là, j'ai un arrosoir avec 2/3 d'eau. Ne me dites pas que c'est le même effort. Non, c'est un effort plus important. D'ailleurs, le message qui monte au cerveau est France Info prévient que la vessie est à 2/3. Vous êtes censé ressentir ça comme une envie moyenne. Vous avez le même choix. Soit vous faites un pipi de précaution, un pipi d'anticipation, soit vous vous retenez et vous faites disparaître l'envie. Ce cas-là, c'est comme quelqu'un qui regarde un film sur une chaîne où il y a de la pub. Il y a des gens, au moment de la pub, ils en profitent pour aller boire un coup. Il y en a qui en profitent pour bouffer et il y a une troisième catégorie qui va faire pipi. Alors moi, je reste dans mon canapé et vous pouvez être sûr que toutes les pubs, particulièrement celles pour les protections, vous pouvez vous dire « Ah ben là, Madame Blanchard, elle est en train de contracter son périnée. » Je contracte mon périnée le temps de la pub. L'envie disparaît, ben, le film m'a complètement captivé. Finalement, j'irai faire pipi à la fin du film quand ma vessie est pleine, alors que si je m'étais écoutée, j'aurais été plus tôt. Les études montrent que 68% des gens ne vont pas faire pipi parce que leur vessie est pleine, mais à cause de tout un tas de considérations comportementales et environnementales. Je vous la fais simple, on ne fait plus pipi quand notre vessie est pleine comme un animal, mais à cause de tout un tas de mauvaises raisons. Attention, dans ce que je viens de dire, il faut comprendre qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont tendance à faire pipi trop tôt, mais il y a aussi un certain nombre de personnes qui auront tendance à faire pipi
trop. Ah, il y a des métiers qui vont engendrer ça. Moi, j'ai jamais vu des toilettes le long du trajet de bus. Donc, il y a les conducteurs de bus ou conductrices de bus. Ça va être compliqué pour eux. Il va y avoir des métiers où on va être obligé de se retenir et professionnellement, on va se retenir plus qu'il ne faut. Donc, dire à tout le monde, j'ai assisté à un webinaire où on a dit qu'il fallait se retenir, ah ben non, la personne qui va que 2 fois faire pipi de la journée parce qu'elle passe déjà son temps à se retenir, celle-là, je ne vais pas lui dire qu'il faut qu'elle se retienne. Donc, le message est, comment fonctionne ma vessie? Si je vais trop souvent, peut-être qu'il faut que j'apprenne à me retenir pour en fait réguler et y aller toutes les, je vais vous dire juste après. Ah, mais en fait, moi, je vais que 2 fois par jour, ça va pas du tout, vous distendez beaucoup trop votre vessie. Eh ben, quelle est la façon de connaître combien contient votre vessie? Eh ben, il y a un truc plus simple que passer une échographie, c'est un bilan comptable. C'est ce qu'on appelle un calendrier mictionnel. Malheureusement, nous ne sommes que 6% des professionnels de santé à utiliser cet outil. C'est un bilan comptable. Donc là, c'est une jeune femme qui vient me voir pour des fuites urinaires, particulièrement quand elle saute. OK, combien vous buvez? Alors moi, vous êtes tous des menteurs, hein. Si je vous demande à l'oral combien vous buvez, vous n'avez pas le compas dans l'œil du tout. Donc moi, je vous fais mesurer combien vous buvez. Un petit verre, un grand verre. Non, moi, je veux une mesure exacte. Et ce que c'est, parce qu'on va voir que la vessie ne réagit pas de la même façon si vous buvez du café, si vous buvez de la bière ou si vous buvez de l'eau ou de la soupe. Donc là, en l'occurrence, elle boit 200 millilitres de lait à cette heure. Moi, je vois qu'elle ne boit pas du tout la matinée. Elle boit un pauvre verre d'eau à 13 heures. Elle ne boit pas du tout l'après-midi. Surtout, elle s'est dit en stratégie, je ne vais pas boire puisque j'ai sport. Et donc, elle revient de son sport. Elle est déshydratée. Et là, elle va boire l'équivalent de 750 en l'espace de 2 heures. Donc, elle fait pipi 350. Elle ne va pas faire pipi de la journée. Elle va refaire pipi à 17 heures dans son cours de sport. Puis après, le coach, il a dit qu'on allait commencer les sauts. Je vais vite faire un petit pipi de 50 millilitres qui est ridicule. Au passage, ça ne va pas empêcher d'avoir des fuites. Ça veut dire que parfois les fuites ne sont pas dues à une vessie pleine qui déborde, mais parce qu'il n'y a peut-être pas de coordination, il n'y a pas suffisamment de vitesse et il n'y a pas forcément un problème de force. Donc c'est tout ça qu'il va falloir décortiquer. Donc, cette jeune femme a des fuites quand elle tousse, a des fuites quand elle fait du sport. Ce serait très tentant de commencer par dire « je vais muscler votre périnée ». Eh ben non, moi, ce calendrier mictionnel, il m'intéresse particulièrement parce qu'il n'est pas bon du tout. Regardez le total bu, regardez le total uriné. Ça va pas du tout. Voilà ce que l'on a travaillé. Alors qu'elle avait pour stratégie de dire je vais boire moins pour avoir moins de fuites, j'ai contrebalancé en disant mais déjà vous buvez moins et de toute façon vous avez des fuites. On va procéder différemment. Vos muscles ont besoin d'être nourris, ils ont besoin d'être hydratés. Il est indispensable qu'entre le petit déjeuner et le déjeuner, vous ayez ingurgité l'équivalent de 500 millilitres, mais c'est pas une noix qu'on gave, donc c'est pas 500 d'un coup. C'est comme le fait Margot. Alors, j'ai pas vu Sébastien boire, mais j'ai vu Margot boire régulièrement. Boire des petites gorgées. Personnellement, je préfère travailler, ah merci Sébastien, dans un jardin où il y a une petite pluie fine, plutôt que dans un autre jardin où, en fait, ça a été la sécheresse et d'un seul coup, il y a un orage pendant 1 heure. Quand vous buvez d'un coup, c'est ce que vous créez. Vous pensez vous hydrater, mais en fait, l'hydratation intracellulaire et extracellulaire ne sera pas à l'équilibre parce qu'il y a eu trop d'un coup. Donc, on a fait 200 millilitres au petit déjeuner, 500 sur la matinée, 250 au déjeuner, 500 sur l'après-midi, 250 au dîner. Et quand c'est une activité sportive, en fonction de l'intensité de l'activité sportive, du type d'activité sportive et de la température extérieure, on peut rajouter jusqu'à 1 litre d'eau pendant l'activité sportive. Donc, on pourrait se dire, on lui a augmenté drôlement son hydratation. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des pipis? Elle va faire pipi, des pipis qui se ressemblent, ils sont tous compris entre 200 et 400, et ils sont tous faits régulièrement. La vessie a besoin d'être dans la bienveillance. Traitez-la en buvant régulièrement et en allant uriner régulièrement. Vous êtes dans la bientraitance de cette vessie. Vous ne buvez pas beaucoup, vous ne buvez pas régulièrement, vous faites pipi de façon disproportionnée, puis après j'en fais 2 rapidement. Elle est complètement perturbée, cette vessie. Et la communication entre la vessie et le cerveau, c'est complètement perturbé parce que vous validez des fake news qui vont se valider dans le cerveau. La solution, c'est de boire régulièrement pour pouvoir uriner régulièrement. C'est le mot régularité qui m'intéresse. Surtout quand vous faites ce test, vous allez faire pipi dans un verre doseur
Vous allez regarder la couleur de vos urines. Sinon, vos urines sont mélangées à l'eau des toilettes et tout de suite, vous avez un camailleux plus clair. Ah ben non, moi, je veux l'élixir. Et c'est là que vous allez pouvoir identifier. Plus mes urines sont claires, je sais que je suis bien hydratée. Plus elles sont foncées, je sais que je ne suis pas suffisamment hydratée. Alors, ce qu'il faut retenir, souvent on me demande combien on doit boire. C'est pas ça la bonne question. Je vous le répète, c'est combien vous urinez. Mais à quel moment dans votre vie on vous a demandé de mesurer sur 24 heures ce que vous urinez? Juste jamais. Et donc, si vous urinez un total de tous les pipis additionnés, compris entre 1,5 litre et 2 litres, vous êtes en bonne santé urinaire. Si vous urinez inférieur à 1 litre, vous êtes en oligurie, vous êtes en danger, les urines sont foncées, c'est pas bon. Les urines sont trop acides. Si vous urinez au-delà de 2,8 litres, vous avez des déperditions parce que vous fabriquez trop d'urine. Mais évidemment, ceci va dépendre de la taille, du poids, de l'âge, de la saison, de si vous êtes enceinte, de si vous allaitez. Donc, c'est plurifactoriel. Il y a un truc sur lequel vous pouvez vous appuyer, c'est ça. Amusez-vous à mesurer tous vos pipis. Additionnez, ça doit faire entre 1,5 litre et 2 litres. Donc, boire entre 1,5 litre et 2 litres, oui, mais il faut savoir s'adapter en fonction de la saison, en fonction de l'activité, en fonction de l'âge. La fréquence urinaire normale décrite dans la médecine est 5 à 7 fois en journée, 0 à 1 fois la nuit. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand vous avez peur d'avoir des fuites, vous allez y aller de plus en plus souvent. Et donc, à force de vous retenir aussi trop longtemps, vous pouvez avoir des fuites. La capacité vésicale, on me demande, mais combien contient une vessie? J'ai envie de vous dire, mais ça dépend si vous mesurez 1,80 m ou si vous mesurez 1,20 m, ça dépend si vous avez 60 ans ou si vous avez 20 ans. La capacité vésicale normale se situe entre 200 et 500. Mais à force d'y aller très souvent, vous allez finir par rétrécir la capacité vésicale. À force de vous retenir trop longtemps, vous allez trop distendre cette vessie. On vous l'a dit. Cette vessie, elle a besoin d'être dans la bienveillance. Faites ça bien. Alors maintenant, on va voir si vous êtes capable de vous adapter. Pensez-vous de quelqu'un qui boit 5 litres? En général, on me répond, oh, c'est beaucoup trop. Mais capissez 2 litres. Ah, c'est ce qu'on veut. Que s'est-il passé? Il faut connaître le contexte. On est en plein été caniculaire, c'est un agriculteur, il est en train de moissonner. Le monsieur, il a transpiré 3 litres. Il avait besoin ce jour-là de boire 5 litres. Que pensez-vous de quelqu'un qui boit 950 millilitres? Oh, c'est quelqu'un qui ne boit pas assez. Ah, c'est quelqu'un qui a pissé 2 litres 150. Que s'est-il passé? Ce jour-là, on est le 1er septembre, elle a mangé tomates, concombres, pastèques, melons. Elle a mangé pratiquement 1 litre d'eau. Dans les deux cas, les apports étaient différents. Par contre, les sorties sont à peu près les mêmes et sont dans la normalité. Donc, il faut se méfier de ce qu'on appelle les apports cachés. Et donc, souvent, on me dit, la soupe, on la met dans quoi? Je dis, vous y allez à la fourchette ou à la cuillère à soupe? À la cuillère à soupe. Donc, on la met dans les liquides. Et méfiez-vous des fruits et des légumes qui peuvent apporter beaucoup d'eau. Il y a donc aussi ce qu'on appelle des irritants vésicaux. Le plus connu est la caféine du café, mais ils sont 7 dans les coupables. Vous avez la tine du thé, les sucres des sodas, les bulles des boissons gazeuses, l'alcool, plutôt ce qui est à base de vin blanc, les agrumes et les épices. Je ne suis pas en train de vous dire que je vous interdis cette liste. Je vous dis juste que certaines personnes peuvent être sensibles à certains de ces éléments. Donc moi, je peux boire toute la liste, aucun problème, mais peut-être que quand j'aurai 50 ans, si chaque fois que je prends un café, je m'aperçois que je vais faire 3 pipis dans l'heure qui suit, ah tiens, la caféine est en train de mettre mal à l'aise ma vessie, je passerai au déca. Si quand je prends mon thé le matin, je m'aperçois que je vais 3 fois faire pipi dans la matinée alors que c'est des petits pipis, je passerai au thé sans théine. Les ados, qui vont boire beaucoup de soda, juste les sodas sont extrêmement sucrés et trop de sucre, ça va donner des urines acides et la vessie, elle va se contracter pour se débarrasser de ces urines trop acides. Les boissons gazeuses, donc parfois, il vaut mieux privilégier l'eau plate que l'eau gazeuse. L'alcool, le vin blanc, c'est une histoire de chimie. Alors, je ne sais jamais, je me trompe une fois sur deux, c'est une question de sulfate, sulfite, je crois que c'est sulfite, par rapport au vin rouge. Les agrumes et les épices, je répète, c'est une liste informative. Si vous remarquez quand vous buvez ou mangez ça, vous êtes plus sensible, vous les évitez. Et puis, il y a aussi toutes les situations comme l'eau, le froid, l'émotionnel qui peuvent aussi influencer cette vessie. Alors, on va passer à la filière digestive. Il y a 3 grandes étapes dans la digestion. Il y a 2 étapes où vous avez le rôle principal. Figurez-vous que la mastication, regardez ce qui est écrit à gauche,
On est censé mastiquer 15 à 30 fois par bouchée. Alors, pourquoi on donne de la purée aux petits? Pourquoi on donne de la purée aux très anciens? Les petits n'ont pas encore de dents, les plus anciens n'ont plus leurs dents. Vous faites partie des gens qui ont des dents, donc vous êtes censé faire le mixeur avec vos dents. Il faut que ce que vous avaliez soit de la purée dans l'estomac pour qu'après ça devienne une espèce de soupe, pour qu'après le côlon puisse se réabsorber ce dont il a besoin. Et la dernière étape, vous avez le rôle principal, c'est l'exonération, le fait d'aller à la selle. Il faut s'installer confortablement, il ne faut pas accoucher d'une selle, mais il faut tendre vers une ponte fécale d'une selle moulée. Et la fréquence, ça va de 3 fois par jour à 1 fois tous les 3 jours. Cette satanée règle de « il faut y aller tous les jours », je préfère quelqu'un qui va 1 fois tous les 2 jours ou 1 fois tous les 3 jours, mais qui va avoir une selle relativement bien formé, qui n'est pas dur et qui ne va pas pousser, plutôt que quelqu'un qui veut s'obstiner à y aller tous les jours, mais qui va pousser une selle dure. Je vais vite, parce que le temps passe. C'est une petite vidéo qui explique que la façon dont on est assis, vous vous souvenez des lassos dont je vous ai parlé tout à l'heure, s'ils sont trop enraidis, en fait, l'angle n'est pas bon. Or, dans des toilettes, il y a des toilettes qui peuvent être hautes et si cet angle est trop fermé, les selles s'accumulent, elles durcissent. Alors que si les genoux sont plus hauts que les fesses ou les fesses plus basses que les genoux, ce lasso se distend, l'angle s'annule et on peut y aller plus facilement. C'est une publicité qui a gagné beaucoup de prix parce que c'est quand même parler de caca en étant un prince, c'est juste la classe internationale. Faut pas oublier que lui, il est là pour vendre un tabouret. Mais chez moi, j'ai une caisse de vin. Hein. Donc, ce qu'on veut, c'est que vos pieds soient surélevés, vous ayez la bonne hauteur. Sauf que dans une maison, parfois, il y a 2 chiottes qui ne sont pas à la même hauteur. Nous, on est 4. Mon mari est plus grand que moi, mon fils est plus grand que moi, ma fille est plus petite que moi. Eh ben, il y en a qui rajoutent des bouquins, il y en a qui enlèvent des bouquins. Il faut que chacun trouve sa hauteur. Et quand on a des enfants, il ne faut pas que le truc soit trop « Maman, j'ai peur de tomber dans les toilettes ». Ce qu'on veut, c'est aller à la selle en étant le plus détendu possible. Or, il existe un truc extraordinaire qu'on appelle l'échelle internationale de Bristol où on détermine la qualité des selles. Ce que l'on ne veut pas, c'est le type 1, ce sont des selles dures et vous allez être obligé de pousser. Le type 2, c'est l'agglomération du 1, c'est de la pierre. Hein. Ça peut faire un gros bouchon, ça peut faire un fécalo. Le type 3, c'est une saucisse craquelée qui va glisser. Le type 4, c'est the perfect, c'est la saucisse knacky qui va sortir sans problème. Le type 5 sont des morceaux mous. Le type 6, c'est de la bouse de vache. Le type 7, c'est entièrement liquide. Et le podium est type 5, médaille de bronze. Type 2, médaille d'argent. Type 4, médaille d'or. Débrouillez-vous en fonction de votre hydratation, en fonction de votre alimentation, en fonction de votre mastication, la façon dont vous vous installez, la façon d'évacuer les selles pour un passage en douceur. Si la méthode écolo ne fonctionne pas, ne négligez pas l'effet que peut avoir des laxatifs. Il n'y a pas de phénomène d'habituation. Ce que l'on veut, c'est ne pas maltraiter ce passage périnéal. Avoir un périnée musclé que l'on abîme tous les jours en poussant pour aller à la selle, c'est juste dommage. La filière génitale. Alors, j'aime bien vous parler de ça. Pouf, 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 je reviens un petit peu en arrière. Parce que malheureusement, à l'éducation nationale, on en est toujours à regarder les choses de face. Alors que si on regarde les choses de profil, l'iceberg, la partie que l'on ne voit pas est beaucoup plus intéressante. Mais surtout, quelle est la taille d'un clitoris par rapport à la taille d'une verge? C'est la même chose. De toute façon, je me vois difficilement dire non, un clitoris n'est pas plus petit qu'une verge, c'est juste le même organe, mais qui est fait différemment. Donc, on parle de gland. Donc, c'est sûr, sur le gland, vous nous battez. Vous avez un gland plus grand que nous. Mais vous avez la même structure au niveau des corps caverneux, la partie bleue. Vous avez la même structure au niveau du bulbe. Nous, on en a 2 qui sont de chaque côté. Et les racines qui vont venir s'accrocher sur les os. Donc, si je reprends mon bassin de tout à l'heure, le clitoris, il va jusque là, jusqu'ici, jusqu'ici. Donc, il n'y a pas de vaginale ou de clitoridienne. Nous avons toutes des orgasmes clitoridiens, sauf que soit c'est le gland qui est l'interrupteur, ça va faire vibrer tout le clitoris, soit c'est le va-et-vient au niveau de la verge et des bulbes qui va faire vibrer tout le clitoris. Donc, de toute façon, c'est le clitoris, l'organe de l'orgasme chez la femme. Tout dépend si on est plus gland ou si on est plus bulbe. On va aussi expliquer que tous les dessins dans les livres vont montrer un utérus antéversé. Et qu'un utérus, c'est comme une marionnette. Il peut être antéversé, c'est-à-dire couché sur l'avant. Il peut être rétroversé, c'est-à-dire couché vers l'arrière.
Non, il peut être plus à droite ou plus à gauche. Donc, il n'y a pas de normalité anatomique. On a tous, et puis c'est mobile. Voilà, j'ai des patientes, eh ben, aujourd'hui, il est antéversé, il peut être rétroversé. Un utérus rétroversé peut, par exemple, plus favoriser une constipation ou avoir on essaie d'expliquer ça aux jeunes filles quand on intervient dans les collèges et les lycées pour leur dire que toutes les positions du Kama Sutra ne sont pas faites pour tout le monde parce qu'en fonction de la position de notre utérus, ça peut créer des douleurs. Donc un utérus peut être antéversé, rétroversé, à gauche ou à droite. Il n'y a rien d'anormal dans ce que je viens de vous dire. On a tous un sein plus bas que l'autre, vous avez tous un testicule qui est plus bas que l'autre. Une dualité permanente de ces muscles du plancher pelvien et il y a un équilibre à avoir. Pendant longtemps, on a pensé qu'un périnée trop faible est un périnée qu'il faut muscler parce qu'il va créer des problèmes. Ce que l'on est en train de découvrir, c'est qu'un périnée trop fort, et du coup, je réponds peut-être aussi à la question de tout à l'heure sur le vélo, va aussi poser des problèmes. Parce que quand toute cette zone rouge est contractée et ne se relâche jamais, l'urine a du mal à passer, les selles ont du mal à passer, le rapport sexuel est compliqué. Faut-il renforcer tout le monde en pensant qu'en renforçant, on va résoudre les problèmes d'incontinence ou de douleur ou de défécation ou d'incontinence? Ben non, il faut faire un bilan au départ et il y a beaucoup plus de personnes qu'on ne pense à qui on devrait apprendre à décontracter d'abord et rien que ça résout les problèmes parce que ce qui nous intéresse, c'est une course musculaire. Si mon biceps est tout le temps en course interne, si j'essaie de le contracter, je ne peux pas aller plus loin. Alors que si je sais le décontracter, je vais avoir toute la course musculaire. Donc un périnée que l'on sait décontracter, quand on a besoin de le contracter, il va pouvoir monter beaucoup plus haut. Un périnée qui est déjà dans les amygdales, eh ben, il ne peut pas aller plus haut. Donc il va y avoir des moments où le périnée doit être parfaitement décontracté et au rendez-vous. Quand on fait pipi, quand on va à la selle, et cette dernière partie. Il y a des moments, il doit être contracté, le temps de se retenir pour arriver aux toilettes, uriner, aller à la selle et lors d'un effort. Je suis assise là, il n'y a aucune raison qu'il soit contracté. Par contre, au moment où je tousse, il s'est contracté. Donc, il y a une espèce d'équilibre à trouver. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que penser périnée contracté 100% tout le temps, ben, ça crée des problèmes. C'est quoi une descente d'organes? C'est souvent quelque chose qui est fantasmé. Alors, je vous montre ce que c'est qu'une cystocèle. Cystocèle, celle, ça descend. Cysto, la vessie. Vous avez une vue de profil avec à l'avant le pubis, à l'arrière le bas de la colonne vertébrale. On a l'organe vessie, l'organe utérus avec ici le vagin, l'organe des vessies. Quelqu'un qui a l'habitude de pousser, voilà ce qui va se passer. La paroi antérieure du vagin va se dérouler vers le bas. N'oubliez pas que le vagin est le seul qui n'a pas de joint d'étanchéité en amenant avec elle la vessie. Donc forcément, quand on fait pipi par ce petit trou-là, ben on fait pipi, toute l'urine qui va sortir. Par contre, l'urine qui est en dessous de cet horizon aura du mal à sortir. Et on a dit qu'une vessie qui ne se vide pas, c'est une vessie qui risque de développer des infections urinaires. Ce qu'on va appeler une rectocèle. Quelqu'un qui a tendance à pousser pour aller à la selle. Cette fois-ci, c'est la paroi postérieure du vagin qui va se distendre en amenant avec elle une partie du rectum. Et regardez où se trouve l'anus. Si les selles sont plus basses, la dame, elle me dit, oui, mais j'ai envie d'aller à la selle, donc je pousse. Mais madame, plus vous allez pousser, plus vous allez aggraver votre situation. Exactement comme si elle a ça en sport, ça ne se voit pas dans son short. Plus vous allez la faire sauter, plus vous allez aggraver sa situation. Je dis ça, je dis rien. Il y a aussi donc ce qu'on appelle l'hystéroptose, c'est l'utérus qui peut descendre. Ça va même arriver à des jeunes quand les ligaments pètent au moment de l'accouchement, vous pouvez avoir l'utérus qui descend. Ce sont des choses qui sont spectaculaires, mais qui ne sont pas graves. On a des solutions pour ça. Question. Sébastien? Alors, euh, vous êtes prêts? Deuxième question, je lance le sondage comme tout à l'heure et on vous laisse allez, 20 secondes pour y répondre. Hop, le sondage est lancé. Quelle donnée est la plus importante en santé urinaire? Est-ce que vous avez bien écouté? Est-ce les apports liquidiens sur 24 heures? Est-ce la quantité totale urinée sur 24 heures? Ou finalement, est-ce qu'il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre? Et ce sont les deux. Roulement de tambour.
Répondez vite, que on puisse continuer. Le sondage en est où, On a Sébastien? 43 personnes qui ont répondu, ça a l'air de s'arrêter là. Eh bien, Parfait. 44, je mets fin au sondage. Et vous avez 3 secondes pour ceux qui n'ont pas encore répondu. Je mets fin au sondage et je partage les résultats. Voilà, nous avons donc 57% des personnes qui estiment qu'il n'y a pas de données plus importantes, que les deux sont très importantes. 41% des personnes pensent que c'est la quantité totale urinée sur 24 heures. Et une personne qui pense que ce sont les apports liquidiens. Je vous laisse donner la En réponse. fait, on l'a vu. Dis-moi combien tu urines, je te dirai si tu t'hydrates correctement. Donc, vous êtes en bonne santé si vous urinez suffisamment. La diurèse, c'est la quantité totale urinée en 24 heures, doit être comprise entre 1,5 litre et 2 litres, mais ça va dépendre de la température, de la saison, de l'activité physique, l'activité sportive, l'activité professionnelle, des aliments ingérés, du type de boisson bu. Donc, on sait en santé que c'est le total uriné qui est notre marqueur. C'est ça, sauf que vous ne l'avez jamais mesuré. Donc, mesurez-le pour avoir une idée de combien vous urinez. Le plancher pelvien, dans le quotidien et dans le sport, j'ai envie de vous dire, c'est la partie qui va le plus vous intéresser. Sauf que si vous urinez... il y a des questions, on y On va. a 2 questions, Véronique. La première, c'est comment décontracter un périnée? Parfait, c'est une excellente question. Alors, quelque part, je vous ai un peu lancé en vous disant, il y a 2 moments importants où naturellement on aura tendance à le décontracter. C'est le moment où on urine, le moment où on va à la selle. Il faut que vous ayez l'impression que cette zone, cette selle de vélo, descend, se décontracte, que vous baillez de l'anus, que vous baillez de la zone urinaire. On étire un biceps, on éloigne les 2 parties des os. Détendre les muscles du plancher pelvien, c'est lâcher prise à cet endroit-là, laisser cette zone se détendre. Donc, quand vous relâchez bien et que vous êtes spectateur de l'urine qui passe, que vous freinez pas, vous poussez pas, on pourrait presque considérer que vous êtes détendu. Une façon d'étirer plus facilement, de détendre les muscles du plancher pelvien quand on peut, c'est se mettre accroupi. C'est la position dans laquelle on se mettrait en pleine nature pour faire ses besoins. Et en fait, les fessiers sont étirés et cette zone a tendance à descendre. Donc, parfois, pour que vous puissiez le visualiser, je vous demande de mettre un miroir par terre, vous accroupir au-dessus. Et si vous voyez que les petits plis de l'anus, ils sont tout crispés que ça, c'est que j'ai pas détendu. Si vous voyez que les petits plis se détendent, voire que vous voyez que l'anus s'ouvre, c'est que vous êtes détendu. J'ai répondu à la question? Je pense que oui. Et l'autre? Pardon. Et la deuxième question, alors, c'est Joël qui nous demande si la névralgie pudendale peut avoir un lien avec la musculature du périnée. Les nerfs, les petites innervations, les petites terminaisons nerveuses qui vont dans les muscles du plancher pelvien, vous vous doutez bien que si l'environnement est complètement contracté, on va écraser encore plus ces terminaisons nerveuses. Donc, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que c'est plus complexe que ça. Toujours est-il que quand on est dans un cercle vicieux, plus on a mal, plus on se crispe, plus on se crispe, plus on aura mal. Et il va falloir effectivement apprendre à détendre toute la sphère autour du bassin, donc étirer tous les muscles pelvitro-contériens et aussi apprendre à détendre volontairement ces muscles du plancher pelvien et l'anus et le sphincter urinaire en plus. Il y a une autre question? Merci Véronique. Alors, nous continuons. À quel moment le périnée va être sollicité dans la vie? Il va y avoir 3 grandes familles d'efforts. Les efforts pneumatiques. Pousser, éternuer, rigoler, se moucher, racler, crier, renifler, vomir. On a vu beaucoup de patientes arriver au moment de la Covid avec, je n'avais pas de problème avant, mais alors là, j'ai eu la Covid, j'ai juste toussé pendant 2 mois et là sont arrivés les problèmes. Donc, on sait que cet impact va venir affaiblir les muscles du plancher pelvien. Donc, on peut dire à quelqu'un, écoutez, moi, je vous interdis de soulever des poids de plus de 50 kilos. Ça va être compliqué de dire, je ne veux pas que vous toussiez, vous éternuiez. Donc, ça fait partie des impératifs et il va falloir apprendre à faire avec, à trouver des stratégies pour utiliser le périnée à bon escient. On va peut-être travailler la vitesse de contraction du périnée, la réactivité, parce que vous pouvez avoir la force, mais si vous êtes en décalage avec l'atout, vous allez être en retard et ce point pour l'autre. Donc, c'est l'atout qui va gagner.
Les efforts du quotidien, souvent les gens me disent, enfin bon, se lever d'une chaise, sortir de la voiture, s'habiller, se déshabiller, ce ne sont pas de gros efforts, mais c'est ce que je vous disais, c'est la notion d'effort fait en apnée, en poussant sur ce périnée, un petit peu tous les jours, toute sa vie, qui fait que ça va affaiblir. Tout ce qui est autour de la cuisine, c'est du port de charge. On va chercher sa cocotte minute, 4 kilos. On la remplit avec les légumes de la ratatouille, 5 kilos, 4 plus 5, 9. J'amène la... Donc en fait, port de charge, plus port de charge, plus port de charge. Sur la fin de la journée, ça peut faire 50 kilos, mais parce que ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et effectivement, on va avoir des efforts plus physiques, tous les sports, plus ou moins, le bricolage, le jardinage, le bois. La fonction première des muscles du plancher pelvien, c'est d'anticiper ces efforts. Quand on est jeune, on n'a aucun problème parce que cette fonction est complètement automatisée. Et donc, quand ça dysfonctionne, l'objectif sera d'apprendre à compenser la qualité musculaire qui nous manque. Pourquoi la position du dos impacte le périnée? Lorsqu'on va être trop cambré, la zone avant, la zone où il n'y a pas de muscle va se retrouver complètement à la verticale et complètement en porte-à-faux. Donc là, c'est intéressant de faire un travail sur le bassin pour apprendre à équilibrer les muscles des abdominaux, les muscles du dos, les muscles du plancher pelvien et le diaphragme pour que ce caisson soit équilibré à la fois en pression et à la fois en position du bassin. Mais surtout, ne venez pas rajouter de l'apnée. On y va. La partie qui nous intéresse. Là, vous allez avoir une gymnaste qui va faire un effort en apnée. Si, quand elle arrive, elle bloque sa respiration, c'est déjà 9 fois le poids de son corps. Si elle le fait en apnée, ça vient écraser ses viscères, qui viennent écraser ses organes pelviens, qui viennent écraser les muscles du plancher pelvien, qui viennent dilater les joints d'étanchéité et possiblement, il peut y avoir fuite. Il m'a fallu 30 secondes pour le dire, c'est quelque chose qui dure une fraction de seconde. Donc, cette petite gymnaste, qu'est-ce qu'on va lui apprendre à faire? On va l'éduquer à... Elle change rien dans sa chorégraphie, elle rajoute juste des choses. Quand elle arrive, il faut qu'elle arrive à coordonner. Je retiens un gaz et je souffle. C'est pour ça que la consigne, il faut qu'elle soit simple et il faut qu'elle soit intégrée très tôt, dès la baby gym. Tu sautes, tu souffles en même temps. Tu cours, tu sautes, tu arrives sur le trampoline, tu souffles en même temps. Déjà, ça, si c'est intégré très tôt, c'est bien. Donc ça, c'est une gymnaste. On fait tout un travail avec un club de gym à Poitiers où toutes les gymnastes, j'ai appris que cette grande diagonale, elles la font en apnée. Et d'ailleurs, elles ont des fuites, certaines d'entre elles. On leur a appris à caler la respiration à des moments bien précis. Tous les impacts au sol avec les pieds, la flèche bleue, elle doit souffler à ce moment clé. Parce qu'à ce moment clé, si elle se met en apnée, ça vient trop impacter au niveau du périnée. On va essayer de décliner ça à plusieurs sports. Donc, vous avez par exemple en judo, la judokate qui est en blanc, quand elle prend sa partenaire, ça peut être vous qui prenez un sac de terreau ou un sac de sport. Quel est l'instinct de vous mettre en apnée? Non, il va falloir coordonner surtout le souffle. Si en plus on peut rajouter la contraction périnéale, c'est parfait. Et celle qui est en bleu, quel est l'instinct quand on tombe? Se mettre en apnée. Les deux, en moins d'une seconde, j'engage mon périnée et je souffle. Et la seconde, quand elle arrive, j'engage mon périnée et je souffle. Ce sont des gammes à faire, à répéter pour que ça devienne plus facile. Quand on est intervenu dans un club de rugby à Caen, moi, je pensais que c'était, par exemple, au moment de la mêlée, qu'il y avait des fuites. Et elles nous ont expliqué que c'est ce geste technique au moment du lift. Il faut que les deux partenaires soufflent et que celles qui récupèrent le ballon soufflent aussi. Si elles le font en apnée, elles ont plus de risques d'avoir des fuites. Ça, c'est un exercice que vous connaissez tous. Il y a un moment particulier où il faut coordonner le souffle et le périnée, c'est au moment de l'impact. Là, on va passer au sport de pagaie. Il faut coordonner la respiration avec la rotation. Je souffle, je souffle, je souffle. Ou peut-être une autre stratégie qui est je souffle sur 2 mouvements. Chaque athlète, chaque sportif doit trouver sa stratégie respiratoire. Est-ce que c'est à chaque mouvement? Est-ce que c'est sur plusieurs mouvements? À chacun de trouver sa stratégie. L'idée, c'est de ne pas se caler sur l'apnée. L'apnée est vraiment notre ennemi numéro 1. Là, c'est le port de charge en vélo. Lorsque je pose mon vélo sur le porte-vélo, c'est très tentant de le faire en apnée. Non, je le fais en soufflant. Et on arrive à la conclusion. C'est tous les objectifs de ce webinaire. Simplifier.
Le périnée, c'est pas un seul muscle, c'est un ensemble de plusieurs choses. On a quand même appris des choses avec un dessin animé, donc c'est accessible même aux enfants. Simplifier comment ça fonctionne au niveau urinaire, comment ça fonctionne au niveau génital, comment ça fonctionne au niveau digestif. Comprendre la biomécanique périnéale. Le périnée, c'est un ascenseur. Si on sait monter, on sait anticiper les problèmes. Si on reste au sous-sol et qu'on serre très fort, on est toujours au sous-sol, les problèmes vont être là. Éviter l'apnée, respirer. Si je ne l'ai pas dit 10 fois, je ne l'ai pas dit une fois. S'hydrater tout au long de la journée pour pouvoir faire pipi tout au long de la journée. Ne pas être constipé et changer ses habitudes. Donc, prendre de bonnes habitudes de vie à vie. Voilà tous les partenaires financiers qui m'ont aidé parce que ces vidéos qui sont très pédagogiques, ça coûte un bras. Voilà, je pense que vous avez tous compris qu'avec de l'animation, c'est beaucoup plus pédagogique. Je vous remercie de votre attention. Je remercie le CROSS de m'avoir invité, de m'avoir fait confiance pour essayer de faire passer des messages simples, de banaliser cette sphère périnéale pour essayer de faire en sorte que ce soit pas un tabou. Et vraiment, si j'ai réussi à faire passer des messages, normalement, vous allez faire des petits. Vous devriez en parler, vous avez des outils pour en parler librement. Penser périnée, c'est penser 3 filières. Penser bonnes habitudes urinaires, bonnes habitudes digestives et savoir aussi décontracter autant que contracter. Je suis à votre disposition pour le reste des questions. Bon, on a un peu dépassé, mais on avait un peu commencé en retard. Ouais, on avait un petit peu commencé en retard. Merci Véronique pour cette présentation. A priori, tous les gens sont contents. Moi, le premier. J'ai appris beaucoup de choses ce soir. Je pensais connaître plein de choses sur le périnée et finalement, je ne connaissais rien du tout. Voilà, donc merci. J'ai en effet 2 questions On y qui va. sont au niveau de la respiration et à savoir si la respiration du Pilate est adaptée. Et une autre question, pareil, si la respiration du yoga, elle est adaptée et si elle est utile au périnée. Voilà, question sur ces... Parfait. Ce sont 2 sports où on parle de périnée. Moi, pour avoir fait de la natation, je ne crois pas qu'on m'ait parlé du périnée quand j'étais jeune. Pour avoir fait du volley, je ne crois pas qu'on m'ait parlé du périnée. Par contre, en yoga et en pilates, le périnée fait partie du vocabulaire de ces disciplines. Et vous vous souvenez, je vous ai dit, il y a 2 grandes familles et le yoga et le pilates sont des sports où il n'y a pas d'impact. Donc, en fait, qu'on se mette en apnée, en yoga, il y a certaines postures où éventuellement on peut se mettre en apnée, il n'y a pas d'impact. J'attendais aussi une question sur la natation synchronisée. Donc, hier, j'intervenais dans un cross et donc les filles de la natation synchronisée sont venues nous voir à la fin en nous disant « Mais nous, on fait de l'apnée tout le temps ». Je dis « Oui, mais vous travaillez dans l'eau et le fait d'être dans l'eau, il n'y a pas la gravité et il n'y a pas les impacts. Donc, vous faites partie des sports où, oui, si vous ne faites pas d'apnée, vous allez vous noyer. Donc, cette apnée dans les sports aquatiques, cette apnée éventuellement qu'on pourrait avoir en yoga, ce n'est pas une apnée délétère. Et cette respiration pilate, c'est une respiration où on va intégrer la contraction du périnée. Donc, j'espère avoir répondu aux 2 personnes qui ont posé la question. J'espère avoir été claire aussi. Je pense que oui. Moi, je vous ai trouvé très clair, en tout cas. Je vous Parfait. remercie. Et pour répondre aux questions des participants, en effet, vous recevrez le PDF qui a été présenté ce soir et vous aurez également accès au replay de ce soir. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne les moyens de pouvoir aborder ça éventuellement avec des personnes avec qui vous faites du sport. En tout cas, il faut absolument qu'on démocratise cette zone parce que c'est une zone où, vous avez vu, il y a 50% des femmes qui, dans leur vie, peuvent être touchées par ces problématiques. Il ne tient qu'à nous d'apporter des solutions, d'apporter de l'éducation. Avec l'équipe de recherche clinique que l'on a sur Poitiers, on a vraiment comme ambition d'avoir un plan national, de pouvoir travailler avec le ministère de la Santé et de la Prévention. Ce qu'on est en train de faire ce soir, c'est de la prévention. De travailler avec le ministère de l'Éducation nationale. On essaye d'intervenir à l'éducation nationale, on nous dit, mais il existe déjà de l'éducation sexuelle. Avez-vous l'impression qu'on a parlé d'éducation sexuelle ce soir? Allez, il y a une diapo sur le clitoris. Sinon, on partage la même cour de récréation, sauf qu'on ne parle pas de comment on fait pipi, on ne parle pas de comment on va à la selle, on ne parle pas de l'apnée. Le ministère du Travail
parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui font des métiers avec du port de charge. Il y a aussi des métiers qui se féminisent. J'ai une patiente, elle me dit, je suis carleuse. OK, elle a des ports de charge, donc arrivent des problèmes de fuite urinaire et de descente d'organes. Donc, au niveau du ministère du Travail, effectivement, il y a des plans pour protéger le dos, il y a des plans pour protéger les muscles squelettiques, mais il n'y a pas encore de plan pour protéger le périnée des femmes. Et évidemment, le ministère du Sport, puisque le but du jeu, je répète, n'est pas dire Madame, ne faites pas de sport, mais continuez à faire du sport en faisant attention à votre périnée. Et si votre coach il a bien compris les choses, peut-être qu'il évitera certaines attitudes, notamment certains sauts, ce qui fait que vous allez pouvoir avoir du renforcement musculaire, mais ne pas venir aggraver votre pathologie périnéale. Voilà, j'espère que le message est clair. Juste Nathalie Lepau et Morissette Lemaître, si vous avez des questions, je vois que vous levez la main. Les questions, ce sera uniquement par écrit dans l'onglet questions et réponses. Donc, vous avez encore 2-3 minutes. Et pour répondre à ce que vous disiez, là, Véronique, il y a Evelyne Lefébure, qui doit être nageuse, je pense, qui nous dit que l'importance des mouvements acrobatiques en natation artistique commence à impacter les nageuses. Eh ben, je suis à disposition pour une intervention au niveau des nageuses, justement, parce que parfois, l'attitude qu'elles ont hors du bassin, je répète, la façon de faire pipi, la façon d'aller à la selle, abîme ce périnée au quotidien, ce qui fait que lorsqu'elles se retrouvent à l'entraînement, elles se retrouvent en difficulté. Mais pour avoir présenté ce programme à d'autres médecins, il y a une ophtalmo qui est venue nous voir à la fin en nous disant « Mais les gens ne savent pas à quel point, quand ils se mettent en apnée, ils créent des pressions sur les petites terminaisons nerveuses et les petits vaisseaux sanguins des yeux. Donc, cette apnée, elle est vraiment délétère. » Et voilà, je suis à votre disposition pour pouvoir en parler plus librement après. Comment protéger le périnée lorsqu'on est sur corde en spéléo? La spéléologie fait partie des sports où il n'y a pas d'impact, sauf si vous tombez, ça c'est une autre affaire. L'idée serait, quand vous vous hissez ou quand tout ce qui est montée de corde, de ne pas le faire en apnée. Donc, j'ai envie de dire, la spéléo n'est pas forcément le sport pour moi qui va le plus impacter le périnée. Alors, il y a des moments où vous êtes dans des boyaux où vous allez ramper, surtout, pensez à souffler. Mais je ne pense pas que le périnée, la spéléo, soit le sport qui va le plus impacter le périnée. Ou alors, j'ai vraiment une très mauvaise information sur la spéléo, mais voilà, je ne crois pas que ce soit le sport qui impacte le plus. Donc, si vous hydratez correctement, si vous faites pipi correctement, si vous mangez correctement, vous mastiquez correctement et vous déféquez dans la bienveillance, déjà, vous protégez ce périnée. Si vous ne mettez pas d'apnée dans votre activité sportive et dans le quotidien, vous protégez ce périnée. Il y a d'autres questions? Merci Véronique. Non, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres questions. Il y a Kathleen qui a commencé à écrire, mais qui s'est arrêtée. On n'a pas perdu trop de monde, donc c'est que le sujet a intéressé, j'espère. Tout à fait, je suis d'accord. En tout cas, voilà, moi qui suis tennisman, il va falloir que je revoie toute ma pratique. Maintenant, quelle est la tenniswoman qui a été la tenniswoman la plus connue, qui a intégré, sans le savoir, la discussion sur le périnée dans des bouquins de médecine? C'est Monica Seles. Elle est connue pourquoi? C'est la première qui a commencé à crier en tapant dans la balle. Maintenant, ils crient tous. On s'est moqué d'elle au départ, sauf que dans les bouquins de médecine, ça existe. On l'a décrit comme celle étant la première, ayant compris qu'en soufflant, elle n'était pas moins performante. Mais d'ailleurs, en athlétisme, je crois que quand je suis à côté de quelqu'un qui lance le poids ou qui lance le javelot, j'ai très mal à l'oreille parce que ce sont des gens qui crient, ce sont des gens qui expirent. Est-il possible de mettre vos dossiers sur nos sites internet du club? Je suppose que vous parlez du webinaire, c'est ça? Je sais pas. Alors, le webinaire, non. Le webinaire, vous pourrez le revoir sur la chaîne YouTube du Cross Centre Val de Loire. Et nous, on vous fera parvenir la présentation qui a été exposée ce soir. Donc, moi, je ne vais pas parler à la place de Véronique, mais à moins qu'il y ait des choses confidentielles et des documents protégés, c'est vous qui dites, Véronique. En fait, c'est ça. Je fais partie d'une équipe de recherche et dans le monde de la recherche scientifique, on prouve les choses, on publie et donc
on ne diffuse pas encore trop nos outils pédagogiques parce qu'on est en train d'étudier à quel point ils sont efficaces pour pouvoir ensuite les diffuser. Donc, vous demandez ça peut-être un petit peu trop tôt, mais c'est la temporalité de la recherche scientifique qui fait que, voilà, pour le moment, je diffuse l'information, voilà, vous captez l'information, mais si par exemple, vous revenez dans quelques temps en disant, ben, les messages que vous nous avez fait passer, on les a fait passer dans nos clubs et effectivement, les problèmes de périnée ont diminué, là, vous nous intéressez drôlement. Voilà. Merci Jean-Pierre. Merci Véronique. Merci à tous. On vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à bientôt sur d'autres webinaires, sur d'autres événements. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Si vous avez d'autres questions à poser à Véronique, revenez vers nous. On fera passer le message et puis vous aurez les réponses sans aucun problème. Merci à vous de votre attention et de votre intérêt sur le périnée. Bonne Merci soirée. également. Bonne soirée. Au revoir.